Nous sommes de retour. Kim Baudouin est là. Allô? Salut, Rock. Comment ça va? Hey, ça va bien. Bon, parle-moi de ça. Tu suis la campagne électorale? Juste un tout petit peu. Oui, Rock, j'imagine. Hein? Aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. Je veux revenir, Kim, on parle de droit familial, bien sûr. Je veux revenir sur une histoire que j'ai faite la semaine passée. La police de Gatineau a émis un avis de recherche parce que quelqu'un est porté disparu depuis, mon Dieu, 6 semaines et plus. Petite fille du secteur Gatineau, Angélique. Et tu voulais justement aborder la question des fugues avec les adolescents. Mais les fugues avec les adolescents, c'est très difficile parce que, bien, je suis surprise que la police demande l'aide du public juste après tant de temps, parce que dans ce cas ici, là, ça a pris 6 semaines, un peu plus que ça même, parce qu'elle a fugué au mois d'août. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça fait partie des stratégies, puis que chaque cas est particulier, puis que... exemple, pour la protection de l'enfant, des fois, c'est mieux que des gens ne sachent pas que la police court après ou la cherche, là, tu comprends? Si jamais c'est dans une gang de rue, etc. Oui, sauf que je peux pas m'imaginer qu'on n'est pas en train de la chercher quand elle n'est pas là. C'est ça. Fait que moi, à titre de parent, je peux pas m'imaginer qu'on veut pas que la police soit en train de crier haut et fort. Si vous la voyez, rapportez-le. Ouais. Ça, je trouve ça dramatique. Mais dans des cas comme ça, c'est la DPJ qui s'en mêle. Dès le moment là, qu'un enfant a fugué, c'est pas un enlèvement, là, c'est une fugue. C'est ce qu'on pense. Pour l'instant. Bien, je comprends qu'il y a plein de détails qui n'ont pas pu être donnés. C'est ça. Mais dans des situations comme celle-là, quand c'est un enlèvement, ils disent que c'est un enlèvement. Ils disent, on pense que l'enfant a été enlevé, c'est une alerte Amber, et puis on y va avec ça. Là. Quand ils disent pas ça, c'est parce que c'est une fugue. OK? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. OK. Puis, lorsqu'il y a une fugue, ça veut dire que les parents ont perdu le contrôle. Les parents ne sont plus capables de s'occuper de leur enfant. Donc, c'est la DPJ qui rentre en jeu. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu beaucoup de critiques en 2016, justement, parce qu'on disait qu'il y avait trop de fugues des centres jeunesse. Ouais. On disait que les centres jeunesse ne s'occupaient pas convenablement des enfants. Écoute, mis à part les attachés, là, les garder en prison, là, essaie d'empêcher un jeune de fuguer quand le jeune veut fuguer. Le jeune va aller à l'école. Le jeune a le droit et a l'obligation d'aller à l'école. Donc, l'école n'est pas à l'intérieur là, des différentes centres jeunesse. Il y a des centres jeunesse que oui, là. Exemple, sur Freeman, il y a une école là. Mais c'est pour des cas exceptionnels, là, évidemment. C'est pas la majorité qui sont là-dedans. Là. Et c'est très, très, très difficile d'empêcher un jeune de fuguer quand le jeune fugue. Donc, ça prend la collaboration vraiment du milieu. Ça prend la collaboration des policiers. Et souvent, c'est les policiers qui travaillent dans le milieu de c'est ici, en tout cas, là, dans le milieu anti-gang, qui réussissent à retracer les jeunes. Et puis les jeunes, là, jusqu'à l'âge de 18 ans, vont être confiés au centre jeunesse si on n'est pas capable de reprendre leur situation en main. Et puis ça, malgré le fait là, qu'on pourrait penser que, à 17 ans, on va les laisser aller. Non, à 17 ans, on ne les laisse pas aller. Si on est capable de reprendre le contrôle, si on est capable de les retrouver, ces jeunes-là, on va essayer là, on va essayer de les sauver du milieu criminel. On va souhaiter de la trouver rapidement, là, quand même, ça plusieurs semaines. Tu veux aborder, le temps file, je veux qu'on aborde l'autre question. L'accès aux enfants, j'imagine, dans le cas d'une séparation, là, par des tiers. Tu veux me parler de grands-parents, des choses comme ça. Les grands-parents, il y a 2 aspects que je veux parler. C'est, premièrement, qui peut demander la garde des enfants? Bien, la garde des enfants, là, c'est dans un premier temps, là, la garde va être accordée aux parents. Si les grands-parents disent, moi, je veux la garde, il y a quand même là on va, dans un premier temps, l'attribuer aux parents. Les grands-parents vont être obligés d'expliquer pourquoi qu'on ne devrait pas accorder la garde aux parents, puis il faut que ce soit des motifs sérieux. Là, tu me parles de garde, tu ne me parles pas de droit de visite. Là. Je te parle de garde. Dans un premier temps, attends, regarde... J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que le tribunal, là, en partant, là, OK, il y a une séparation, il y a un enfant. Est-ce que le tribunal part avec le principe de dire, moi, là, c'est 50-50. C'est une garde partagée, je pars avec ça. Prouvez-moi que c'est pas bon, ça. Non, c'est pas de même, ça marche. Non. D'ailleurs, il y a eu, lorsqu'on réformait la loi sur le divorce au fédéral, il y a eu la possibilité de changer la loi sur le divorce pour justement
inclure l'obligation de dire c'est une garde partagée. Et le barreau du Québec, entre autres, s'est levé haut et fort contre ça en disant non, non, non. On ne change pas nos critères de base. Nos critères de base étant l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant une garde partagée. Ça peut l'être. Mais c'est du cas par cas et on ne veut pas, dans une loi, dire la garde d'un enfant va être d'une telle façon. On veut vraiment que le juge analyse par situation, parce que nos enfants, bien, c'est précieux et puis on ne peut pas s'imaginer que chaque enfant vit une situation pareille dans toutes les comme dans toutes les autres familles. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment du cas par cas. Et la décision va être analysée aussi en prenant le cas par cas. Mais il y a une présomption là, que c'est les parents qui devraient avoir la garde et puis si un grand-parent demande la garde, bien, il va être obligé là, de vraiment faire des preuves pour montrer que les parents ne peuvent pas s'occuper de l'enfant. Puis ça, cette demande-là, là, des grands-parents qui font des demandes de garde d'enfants, ça existe même si, par exemple, leur fille vit toujours... Alors, tu me suis, là? Alors, oui. je suis les parents de José. José, c'est la maman. Il y a une séparation. Là, je m'en vais en cours comme grand-parent en disant, moi, ma fille José n'est pas apte à s'occuper de l'enfant. Moi, je veux prendre sa place. José et Frédéric sont parents. Ouais. Et ils sont séparés. Ouais. C'est José qui a la garde de l'enfant. Frédéric ne peut pas s'en occuper. Ouais. Les parents de Frédéric lèvent la main et disent, ben nous, on va s'en occuper. On trouve que José ne fait pas une bonne job. Puis pourrais-tu avoir une garde partagée, José puis les parents de Frédéric? Écoute, pas impossible. Pas impossible, mais très, très, très difficile. À ce compte-là, tu as plus de chances d'avoir la garde que la garde partagée parce que la garde est supposée d'aller aux parents. Je comprends. Donc, si on dit c'est une garde partagée, ça veut dire que le parent s'en occupe bien. Mais si le parent s'en occupe bien, pourquoi qu'on accorderait même une garde partagée aux grands-parents? Yeah boy. Puis après ça, il y en a-tu bien de ça? Des demandes comme ça? Il y en a quand même. Ben, voyons. Il y en a. Puis après ça, il y a des demandes d'accès pour les grands-parents. Puis ça aussi, ça peut se diviser en deux. Il peut y avoir les couples qui sont encore unis. Fait que le couple uni demande... les grands-parents disent, moi, je veux avoir des droits d'accès sur l'enfant, sur mes petits-enfants. Et puis le couple qui est encore uni dit non. Il n'y en est pas question. Tu n'auras pas des droits d'accès. Fait que là, on va analyser, voir qu'est-ce qui est dans le même... Les grands-parents pourraient avoir des droits via des droits d'accès. Ouais. Mais ça, c'est dans le Code civil. Ah, ouais. Dans le Code civil, les parents ne sont pas disposés d'empêcher la relation avec les grands-parents. Ah. Sauf que, est-ce que c'est toujours dans le meilleur intérêt? La Cour va être obligée d'analyser ça. Et puis, quand il y a de la grosse chicane à l'intérieur de la famille, s'il y a trop de chicane à l'intérieur de la famille, souvent les tribunaux vont dire non. On ne placera pas les enfants dans un conflit de loyauté, alors que vous êtes en chicane avec les parents. On ne fera pas ça, c'est pas bon. J'ai même lu une décision qui disait, OK, vous voulez avoir des droits d'accès, on va vous accorder des droits d'accès, mais ils vont être devant un psychologue. Je trouvais ça quand même assez... curieux. Quelle sorte de relation est-ce que tu es supposé d'établir avec ton enfant quand tu te fais surveiller par une tierce personne de cette façon-là? Fait qu'on envoie de toutes sortes de couleurs. On envoie de toutes sortes de couleurs. Mais pour terminer, le couple est séparé. Monsieur, des droits d'accès, mettons une fin de semaine sur 2. Et puis les grands-parents, eux autres, veulent avoir des droits d'accès une fin de semaine dans le mois. Ça n'arrivera pas. On va dire aux parents de monsieur, vous allez voir vos enfants avec votre fils. Okay. Vous n'allez pas avoir une fin de semaine de plus. Tu ne peux pas doubler tes droits d'accès parce que dans le fond, le père dit, hey, demande un droit d'accès puis je vais avoir 2 fins de semaine. Ça ne marchera pas. Excellent. Merci beaucoup. Merci. OK. Bonne semaine. Je te retrouve la semaine prochaine.